en judogi blanc, le Judo-Nice Métropole. Et dans la catégorie des moins de 52 kilos, veuillez accueillir Léa Métro. Avec le soutien du public, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde. Continuons, catégorie moins de 66 kilos, catégorie masculine, Théo Raoul Ebrard. Catégorie féminine, moins de 57 kilos, Alia. Catégorie moins de 63 kilos, Melkia Ochukorn. Poursuivons avec la catégorie moins de 81 kilos. Merci d'applaudir Irakli Berouchvili. Féminine, moins de 70 kilos, Thaïs Pina. On continue. Catégorie masculine, catégorie moins de 90 kilos, Laurent. Il s'agit de Tizier Namien. Catégorie féminine, plus de 70 kilos, Grace Esther Vinandi Lalou. Ils sont à présent 9, place au 10e combattant. Catégorie plus de 90 kilos, vos applaudissements pour Saparbev Kamzat. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, l'équipe du Judo-Nice Métropole. Le Judo-Nice Métropole, on vous le rappelle, qui évolue en judogi blanc pour ce démarrage de cette première demi-finale. Nous allons à présent nous intéresser à la deuxième équipe, celle qui va être en judogi bleu. Il s'agit bien entendu d'Auxerre Judo, mesdemoiselles, messieurs. Et pour Auxerre Judo, catégorie féminine, moins de 52 kilos, Julie Veidimoret. Nous poursuivons, catégorie masculine, moins de 66 kilos, William Sizik. Catégorie féminine, moins de 57 kilos, Méline Cotard. Catégorie masculine, moins de 73 kilos. Applaudissements pour Alexandre Rubiano. C'est la catégorie féminine des moins de 63 kilos, Fantine Rougier. À présent, catégorie masculine, moins de 80 kilos. Des applaudissements pour Guillaume Chêne. Catégorie féminine, moins de 70 kilos, Laura Aberstock. On poursuit. Catégorie masculine. Catégorie moins de 90 kilos. Merci d'encourager Benoît Collin. Catégorie féminine, plus de 70 kilos. Veuillez applaudir Valentine Marchand. Et enfin,
pour compléter cette équipe d'Auxerre Judo en catégorie plus de 90 kilos. Thomas Nikip Fouf, mesdames, messieurs. Et s'il vous plaît, avec fair play, merci d'applaudir l'équipe du Auxerre Judo. Alors mon cher Théo, le début dans quelques secondes, dans quelques instants, l'instant de rejoindre nos places et on va demander au public d'applaudir bien fort les deux équipes. Justement, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à l'Institut du Judo, au début du Final Four de la Judo Pro League, première demi-finale avec le champion en titre, le favori de ce Final Four, le Judolis Métropole, opposé à Auxerre Judo, dans une ambiance quand même assez électrique. Emmanuel, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Quel cérémoniel, c'est quand même vraiment un beau moment à vivre pour tous ces combattants. Les choses sérieuses commencent. Elles commencent dans ce chaudron qui est devenu le Dojo de Paris, ex-institut du Dojo de Paris, ça lui va bien, qui est plein de supporters, qui est plein de curieux, d'amateurs. Vraiment, là, la Judo Pro League trouve sa dimension. Vous nous avez suivis jusque-là avec plaisir. C'était un bon moment, hein. On a passé vraiment de très bons moments ensemble. On a fait le tour de France. Absolument, et dans des endroits où il faisait frais notamment. Mais là, vraiment, c'est un écrin, c'est devenu un écrin. Et c'est un petit bijou cette compétition. Demi-finale, finale, avec, regardez, le regard concentré de Thomas Nikiforov. Ça, c'est un regard qui ne trompe pas. Ces garçons sont là, lui, il est champion du monde. Donc il est là pour amener son point, pour gagner, pour montrer quelque chose à tout le monde, à son club, au public et à nous. Eh bien, on va profiter. Alors un format qui a toujours réussi à Nice, puisque les Niçois ont toujours été en finale, battu la première année par la franchise de Paris-Saclay, vainqueur l'an dernier et de nouveau favori après une saison régulière où ils ont été impressionnants, après un quart de finale où ils ont battu 10-0 l'équipe de Chili Mazarin qui faisait sa première participation, tout comme cette franchise d'Auxerre Judo. Alors c'est pas exactement sa première participation, mais c'est la première fois qu'ils sont au Final Four. Oui, alors Nice, vous l'avez dit, hein, non seulement ils ont gagné en quart de finale par 10-0, mais ils ont gagné 4-10-0. Ils ont marqué 15 points, ils étaient les seuls à ce niveau-là. Donc c'est vraiment la très grosse machine, mais on va se concentrer sur le combat qui commence. Auxerre a des prétentions à faire valoir et ça commence là avec Julie Veil-Dimoret qui est très sérieuse, combattante pour Auxerre, 25 ans, 71e mondial, qui a quand même gagné le championnat de France 2022-2024 face à Léa Métro. Donc là, Auxerre plutôt favori sur ce combat. Léa Métro qui est elle aussi une combattante très sérieuse, hein, bien sûr. Ouais, très longiligne, hein, cette combattante, donc judogi blanc pour la niçoise qui a fait une médaille sur le Grand Slam d'Abu Dhabi cette année, donc il sort déjà au niveau international. Oui, elle a fait 3e au Grand Slam d'Abu Dhabi, Léa Métro, et surtout peut-être pour cette compétition, elle a fait 5 combats à la Pro League et elle est invaincue, 5 victoires, 3 points à Ozari. Donc Julie Veil-Dimoret a la mission de l'arrêter et c'est possible de prendre le point contre elle. Ça ne sera pas facile. Attaque au sol pour l'instant. On insiste. Allez, tout est verrouillé pour Léa Métro. On va quand même tenter le renversement. Et maté de l'arbitre. Le premier dans ce combat. Et voilà le profil concentré de Julie Veil-Dimoret. Je le rappelle, double championne de France quand même, championne de France en titre. Elle joue aussi quelque chose pour elle-même, question de statut. Ouais, et puis Julie Veil-Dimoret qui disputera le Grand Slam de Paris dans quelques semaines maintenant. Oui, on ne l'a pas souligné, c'est une compétition Final Four qui arrive très peu de temps avant le Grand Chelem de Paris, compétition très importante pour les judokas français parce que c'est là où tout s'organise, tout se hiérarchise et ils sont tous là, ils sont tous venus pour défendre le club pour la Pro League. C'est significatif aussi de l'importance qu'a pris en 3 ans et surtout cette année cette compétition et ce bloc final exceptionnel. Julie Veil-Dimoret qui est licenciée du côté du Judo Club de Ponto Combo.
Et un collectif avec lequel travaille bien Franck Party, qu'on voit ici à l'image sur la droite, l'entraîneur de cette franchise d'Auxerre Judo. Allez, pour l'instant, ça se rôde. On sait que c'est 5 minutes. 5 minutes, c'est long. C'est 1 minute de plus que les formats habituels. Avec cette quatrième, enfin la fin de la 4e et le début de la 5e, où ça commence à chauffer un peu. Les organismes sont moins habitués. Il y a moins d'arrêts aussi, donc parce que moins de pénalités. Donc on retrouve un petit peu les enjeux du cardiovasculaire qu'on avait il y a quelques années. Ouais, et d'autant plus là, Emmanuel, dans un format Final Four, en cas de qualification finale. Donc les athlètes n'ont pas qu'un seul combat à disputer. Oui, 2 combats. Effectivement, il va falloir se concentrer pour ces 2 combats. C'est pas du tout hors de leur portée, évidemment, 2 combats. Pour un athlète de haut niveau, c'est facile, surtout que ça veut dire qu'on a gagné, en tout cas que l'équipe a gagné la première rencontre. Mais évidemment, à très peu de temps du tournoi de Paris, du Grand Chelem de Paris, il faut quand même aussi... ils en profitent, je pense, pour faire une sorte de répétition grandeur nature avec 2 combats, ça va, c'est tolérable. Une descente au poids qui est contrôlée. Ça permet de rentrer dans un cycle de préparation. Exactement. D'autant qu'en Judo Pro League, on rappelle qu'il y a une tolérance de 2 kg. Oui, absolument. Pas pour toutes les catégories. Je crois que c'est pour toutes les catégories. Eh ben, très bien. Bon, pour les 48, c'est réglé du coup. Alors que Franck Party, là, on le voit un peu plus clairement. Donc la fameuse petite pause à mi-combat. Un combat qui ne s'est pas encore trop livré. C'est ce que suggère un petit peu Franck Party. Il va falloir y aller. On aimerait bien ce point du côté d'Auxerre. Il est important parce que derrière, on l'a dit, Nice c'est une machine. Et Ametro a ponctué le combat d'attaque en Soutemi. Elle est là un peu pour contrôler. Elle sait que face à la championne de France, on ne lui demande pas l'impossible. Mais surtout, ne pas donner le point. Ne pas donner de hippon. Allez, c'est reparti. Oui, ne pas donner de hippon, Emmanuel, puisqu'on rappelle, c'est important, puisqu'en cas d'égalité de victoire, on compte le nombre de points. Et si égalité en termes de victoire, on a le droit à un tirage au sort, un petit peu comme sur le format par équipe olympique. On se rappelle évidemment de cette finale formidable qui a opposé la France au Japon. Oui, alors sur des par équipes de 10 et avec le type de... C'est moins fréquent qu'on ait. Je pense que ça sera vraiment un... Mais ça peut arriver. Un récit parce que, effectivement, vous l'avez dit, on compte le nombre de points. Donc un hippon, c'est 10 points. Un wasari, c'est 1 point. Donc la victoire, évidemment, c'est le point de la victoire. C'est d'abord ça. Donc pour arriver à une égalité parfaite, mais c'est possible, évidemment, en théorie. Ouais, à propos de cette finale olympique, j'en profite, petit aparté, pour vous dire qu'il y a un très beau documentaire de l'équipe Explore qui a été réalisé justement pour revivre un petit peu ce grand moment du judo français. Ça dure un petit quart d'heure. Honnêtement, ça se déguste. Et je vous invite à vous faire ce plaisir. Tout le monde va se précipiter pour essayer de réanimer ce souvenir absolument unique pour les judokas. Judokas français, judokas étrangers, tout le monde a vécu cette finale comme un moment incroyable. C'était déjà le cas d'ailleurs 3 ans auparavant. Hein. C'était aussi une immense finale. Et là, on a encore dépassé. Là, c'était encore plus mémorable avec ce tirage au sort justement, Saito Riner. Allez, on en revient à cette dernière minute et pour l'instant, les 2 combattantes ne sont pas parvenues à faire la différence. Pas de marque, pas de Kinza non plus, puisqu'on rappelle en Judo Pro League, on a cette règle du Kinza qui peut permettre de départager 2 combattantes. Oui, c'est une règle nouvelle, audacieuse. C'est panache français, on va dire, là. C'est plutôt réussi aussi, c'est-à-dire que s'il y a une attaque très très forte, une sorte de coca d'antan, avec le grand déséquilibre, alors que Julie Veil-Dimoret, à 20 secondes de la fin, tente d'accélérer un petit peu. Elle y va sur la clé de bras. Mais elle n'est pas allée chercher ce point. Elle a eu du mal à enclencher. Et du coup, cette carte jouée par Auxerre ne paye pas pour l'instant. Bon, ça sera un match nul. Tout est à faire derrière.
Léa Métro, on l'a dit, ça n'est pas n'importe qui, c'est un combat difficile. Ouais, ce sont 2 judokates internationales. Tout à fait. Et avec une Julie Liboret, la championne de France en titre et même double championne de France, qu'on retrouvera donc au Paris Grand Slam. Elle sera en lice le samedi 1er février. Et Léa Métro, toujours invaincue donc en Judo Pro League, jusqu'à preuve du contraire. On verra si elle peut faire la finale. Alors on enchaîne, Emmanuel, avec un autre point fort pour Auxerre Judo, c'est William Cizik, bien sûr. On parlait de cette finale France-Japon, finale olympique, à laquelle sa sœur a participé, hein, Sarah Léoni. William Cizik, champion de France 2022, vice-champion de France 2021, 5e des derniers championnats de France. Il est opposé à Théo Raoul Ebrard, qui lui est le champion de France 2022. Donc ces 2 garçons pas la même catégorie. Il était champion de France en moins de 60 kg. Oui, c'est en donnant cette info, mon cerveau a quelques divagué. Merci Emmanuel de venir à mon secours. Et effectivement, de très haut niveau, de très beaux judokas surtout. Ça va être, j'espère, un plaisir s'ils arrivent à se livrer. C'est toujours difficile quand les combats deviennent très sérieux en jeu, oui, bien sûr. William Cizik, c'est un merveilleux judoka, spécialiste de Uchimata, un peu à l'ancienne. Grand mouvement de jambes là, super technicien. Alors qu'il a connu un championnat de France un peu difficile où il a été battu par Méan Corval. Une nouvelle entité Corval, prototype Corval. Il a vraiment le style de la famille. C'est un spectaculaire. Très explosif. Expressif. C'était un gros combat effectivement entre les deux. Hop, la tentative de Uchi et ça enchaîne en séeuil avec un petit pivot sur les genoux. Ça sera vif. Allez, première escarmouche. Il va falloir que ça s'ouvre un peu. Thierry Dibert tendu du côté de Nice, évidemment, concentré. Ah, clairement, au vu de la saison régulière, au vu des résultats que vous avez donnés, Emmanuel, hein, avec plusieurs victoires sur le score de 10-0, forcément, on attend cette équipe de Nice, qui est un vrai collectif. Hein. Ce sont voilà, des combattants qui sont habitués à évoluer dans cette équipe. Hein. Il y a une vraie identité niçoise. Il y a une identité, donc effectivement, on rappelle un tout petit peu très vite que c'est la fusion de 2 clubs qui étaient d'ailleurs des frères ennemis, ou des ennemis tout court même à un moment. Et ils ont privilégié le judo, la raison peut-être. En tout cas, ils ont mis bas les armes et ils ont fait cette fusion extrêmement précieuse aussi pour créer une identité niçoise et permettre aussi aux athlètes. Attention, c'est parti, il enchaîne au sol. Non, joli petit coup de patte. Pour permettre au judo niçois de se développer, de prendre du volume, de permettre aux athlètes de combattre pour leur province, leur région. Et c'est une des plus belles réussites de la Judo Pro League depuis les débuts, d'avoir déjà créé quelque chose à ce niveau-là. Ouais, avec une équipe qui, on le rappelle, hein, a disputé la Ligue des Champions, Judo Nice Métropole, médaille de bronze. D'ailleurs, c'était au mois de décembre du côté de Montpellier, dernière compétition de l'année. Allez, ça se dessine un peu. Hein. William Cizik plus incisif que son adversaire. Lui, il sait que ça serait vraiment bien qu'il fasse basculer le combat de son côté pour Auxerre. 2 cartes fortes, hein. On pourrait être à 2-0. Ça ne sera pas à 2-0 puisque le premier combat c'est un match nul. 1-0, ça serait vraiment bien pour Auxerre. Pour voir venir les monstres qui arrivent derrière. Ouais, d'autant qu'il y a des points forts, hein, on le sait, du côté niçois avec Maxime Gobert. Maxime Gobert-Rubiano chez les moins de 73, ça va être très vraiment explosif. Melka Oshkorn en moins de 63. On a une Portugaise, Thaïs Pina, qui a gagné un grand slam, qui était au tournoi de Paris, qui a fait les Jeux. En moins de 70, Thaïs Pina donc, et c'est les lourds. C'est la petite surprise de la finale. Attention, il attaque. Théo Raoul Ebrard. Ouh, attention là, Cizik qui avait décollé les 2 pieds du sol. Oui, tentative d'arracher, mais bien contrôlé. C'est vrai que sur les catégories lourdes, ça va être intéressant. Hein. Ça va être, alors il y a des très beaux, mais on va pas tout. Hein, il faut lancer, c'est un teaser, mais il faut en garder un petit peu pour tout à l'heure. Mais vous avez des combattants et une combattante notamment qu'on a très envie de voir. On a vu fugitivement en France, mais qui revient de blessure. Une fille qui avait gagné le championnat de France cadette, le championnat d'Europe et le championnat du monde cadette en 2022, qui s'est beaucoup blessé juste derrière, mais qui revient, qui a fait une petite
Et on la voit justement à l'image. C'est grâce à Esther Minandi-Laou. Allez, c'est la petite pause où on va expliquer à William Cizic qu'il va falloir qu'il ouvre un peu plus avec la main droite, qu'il secoue un peu. Ça part dans l'autre sens. Parti, allez, enchaîne, aussi sur les séries, tu peux le faire. Fais parler la puissance, la vitesse. Thierry Libert, de son côté, c'est plus calme. Là aussi, pas besoin d'en faire des tonnes. Il y a encore du répondant derrière. Voilà, et Théo Raoult les bras, hein, qui évolue bien dans cette catégorie des 66, même s'il a été champion de France en moins de 60. C'est vrai qu'il a connu moins de résultats depuis sa montée récente. Il faut s'adapter. Il faut du temps pour construire un corps, à performer dans une nouvelle catégorie. 6 kilos surtout à ses poids de corps, ces petits poids de corps, c'est énorme. Très bien, c'est ça la réaction, ça commence à venir. Et on voit un William Cizic qui lui est là depuis plus longtemps, qui est plus grand, qui semble un petit peu plus musculeux également. Et ça va vite, ça peut partir très vite sur un grand mouvement de jambes avec William. Il va essayer là de... c'est bien, c'est plus en puissance, paradoxalement du côté de Théo Raoult les bras, plus posé, mais ça peut être irrésistible quand c'est bien placé. William Cizic est un peu plus tenseur. Oui, d'ailleurs, on lui dit allez, ramène à toi. On a vu que il est puissant quand l'adversaire est près de lui. Allez, c'est parti. Et il est installé là quand il a cette main droite là derrière. On sait qu'il y a danger. Petite séquence escarmouche, c'est parti sur le Uchimata et dès qu'il a reposé le pied au sol, il a failli se faire balayer. William Cizic par ce niçois dangereux face à lui. Alors on descend bien sur le bras fort pour éviter de libérer l'épaule de William Cizic qui va être obligé de changer sa saisie. À moins qu'il ait une saisie hanche qui lui convient. Ah non, il se libère et c'est reparti. Il reste moins d'une minute maintenant pour aller chercher au moins le Kinza qui ferait basculer. C'est pas encore pour cette fois. Voilà, ça descend un peu au sol. C'est un petit coup pour rien ça. Ouais, Théo Raoult les bras, qui est une recrue qui est licenciée au judo club de Maison-Alfort. Il y a beaucoup de judokas d'ailleurs engagés et on rappelle que c'est bien sûr un système de franchise et qu'il est normal parfois au gré du calendrier, des blessures, des absences, des obligations de faire appel à des recrues. Allez, 30 secondes, oui, c'est le choix qui a été fait par la fédération, choix audacieux encore, qui est un peu surpris au départ, où nous on a l'habitude des clubs pérennes qui prennent le temps, qui vont chercher, qui montent en volume, qui forment des jeunes et puis qui vont chercher des juniors forts pour les former. Là, c'est une franchise, on ouvre un peu à tout va. Et finalement, c'est plutôt une bonne surprise. Voilà, et tous les clubs n'ont pas forcément d'ailleurs aussi le... Alors, c'est un choix de rester avec des judokas du club, mais tous les clubs n'ont pas la possibilité d'aligner des judokas dans toutes les catégories. Non, mais bien sûr, donc... Oh là 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 là! Quel geste là, il lui a planté la tête à William Cizic qui marque Wazahari et qui va venir apporter le premier point de cette demi-finale. Il a pris le score, il amène le point, et il amène un petit point. Et derrière, il enchaîne sur Seoy. Allez, c'est parti pour Auxerre. Allez, c'est parti pour cette demi-finale, Emmanuel. Le premier pion. Oui, ça va déclencher, clairement. Ah, et puis il arrive au meilleur moment. Et ça récompense le judoka, je pense, le plus offensif. Oh, il faut pas faire ça. Bon, il sait qu'il a le droit. Il va prendre un Shido. J'espère qu'elle va le donner. Ah oui, clairement. C'est caractérisé, mais c'est bien géré. Et c'est donc le premier point pour Auxerre Judo après 2 combats. Alors moi je dis qu'il faudrait inventer le Shido qui fait mal, c'est-à-dire sur une attitude anti-judo. Peut-être un Wazahari direct pour vraiment éviter ça, c'est moche. Il n'y a pas besoin.
il n'était pas obligé. Puisqu'on invente les règles, faisons-le à l'antenne. Honnêtement, Emmanuel, c'est une suggestion qui me paraît intéressante. Allez, alors, on le revoit sur voir. le beau mouvement de hanche. Quand on sait faire Uchimata, on a une hanche magique, hein, forcément. Ah, il vient charger là, Théo Raoult les bras pour ensuite le projeter. Eh ben voilà, ça c'est bien pour William Cizik. Il est à la hauteur de... Il avait fait 2 combats hein, pour la Judo Pro League et 2 victoires. Et ben c'est la 3e. Ouais, il n'était pas présent hein, la semaine dernière en quart de finale. Mais il est bien là pour ce Final Four. Et on pourrait le revoir si au Serre Judo venait à créer la surprise. Ah, ça serait énorme. Hein. Alors là, ça va être plus compliqué normalement du côté d'Auxerre. Mais bien sûr, sur le combat. Parce que Maëlène Cotard, 22 ans, elle aussi de Maison Alfort d'ailleurs. Et quand même 7e des France 2022 et 2023. Elle est en master en justice, figurez-vous. Procédure, procédure, mention droit du contentieux à l'université Paris-Est Créteil. Elle va avoir besoin de tous ses moyens face à Alia de Carvalho, 20 ans. Ah, c'est une fille de Shell. Oui, comme Melke Oshkorn. Oui, c'est ça, c'est la nouvelle mine d'or Shell pour les jeunes filles. C'est vraiment un groupe qui monte. Elle est donc senior de première année, Alia de Carvalho, mais elle a déjà un gros parcours. Elle était championne de France junior. Elle a fait 3 champions du monde junior. Ouais, et elle a fait une finale de championnat de France senior hein, il y a 2 ans qu'elle a perdu. Elle était en moins de 52 à l'époque. Oui, c'est vrai, 2e des France seniors, moins de 52. Et on l'avait vu notamment sur la Ligue des Champions fin décembre à Montpellier avec cette équipe niçoise. Et elle avait fait vraiment des... Oui, elle avait battu. Combats. Elle avait battu Liparteliani. Exactement, la géorgienne. Qui est ça, c'est vraiment une référence. Hein, c'est un monstre. 5e, je crois, des derniers jeux, Liparteliani. Oui, c'est une bonne question. En tout cas, c'est une elle est forte. cliente hein, du niveau international, référence de cette catégorie. Elle avait fait 5e des derniers jeux, vous avez raison. Excellente mémoire. Fort bien. Alors attention. Elle est branchée, elle est connectée en ce début de Final Four et j'en suis très heureux. Donc Alia de Carvalho, c'est 2 combats de Judo Pro League, 2 victoires, 2 hippons et un Wazari. Et ça compte parce que quand on rajoute un hippon derrière un Wazari, eh bien on ne marque pas 10 points, on marque 11 points. C'est une des particularités de la Judo Pro League. Un peu baroque à vrai dire, mais bon, voilà, il faut compter avec ça. Pour l'instant c'est 1-0. 1-0. Tout simplement. 1-0 avec un point. Oui, c'est ça. Vous ne suivez pas. Eh bien oui. Donc Alia de Carvalho, elle a la responsabilité de ramener Nice. Elle essaye d'ailleurs avec beaucoup de détermination. Mais face à elle, une fille un petit peu plus mûre, un peu plus expérimentée. Si tu peux aller la chercher, 2 manches, c'est bien aussi. Avec Benjamin Gury, bien sûr, du côté de Shell. L'homme qui fait monter ce groupe féminin. Hop, c'est descendu. Moi, je donnerai le Shido. Il va le donner. Il ne va pas le donner. Alors ça, c'est une interprétation. Ça fait 2 fois, d'ailleurs, que je m'étonne un petit peu. C'était déjà le cas en quart de finale. Quand ça descend comme ça, normalement, ça devrait être Shido direct parce que c'est un anti-judo manifeste. Mais bon, on est un peu aussi sur la logique. Il ne faut pas trop pénaliser, pas trop pénaliser trop vite. Oui, parce que ces Shido, on le rappelle, ils sont importants. Dès le 2e Shido, c'est Wazari. C'est une particularité de ces Judo Pro League. Donc c'est vrai qu'on a remarqué hein, tout au long de cette saison que ces Shido tombaient beaucoup moins vite hein, qu'au niveau oui, alors ça, national ou international. C'est le principe, on se libère de tout l'administratif un peu mis en scène, mis en place par la Fédération internationale. C'est plutôt une bonne chose. Mais il faut quand même continuer à cibler le judo négatif pour éviter que les athlètes en profitent. Allez, attention à l'attaque sur la Jujigatame là peut-être. Non, c'est l'étranglement. Elle contrôle plutôt pas. Et on voit le visage de Maëlène Cotard là. La grimace qui a encore un petit filet d'air pour respirer. Elle a l'œil lucide, mais ça peut partir vite. Parce qu'elle est bien placée, elle a lâché la jambe. Donc elle
a échoué, mais vraiment de très peu. l'arbitre, mais grosse séquence hein, pour Alia de Carvalho. Très joli étranglement. Allez, on va chercher un petit peu d'infos, se remettre d'aplomb après ce passage. Il y a eu des émotions pour celle qui a subi, des émotions pour celle qui a tenté, raté. Regardez si c'est bien fait, mais il manque un tout petit peu de quelque chose en haut. Et du coup, la jeune Maylène, je ne sais pas comment on le prononce, Cotard, arrive à garder effectivement un peu du sang-froid, un filet d'air, un filet d'oxygène. Et là, ça semble plutôt indécis, Thibaut, sur ce combat. En tout cas, il sera Allez, 2 minutes pour clairement, on peut le deviner, peut-être un petit match nul du côté d'Auxerre, ça serait bien. On voit que du côté de Nice, non, oh là là, ça c'est pas bien. Il va falloir intervenir sur cette fausse attaque manifeste sans les mains. Il ne va pas le faire. Bon. On n'est pas sur la même interprétation du règlement. Alia de Carvalho qui ne veut pas se contenter du match nul. Alors Cotard là qui cherche l'étranglement. Qui va tenter de renverser. Et on reste solide, bien groupé. Et ça repart, on enroule. Allez, toujours le travail sur l'étranglement. Et attention à cette séquence au sol là qui commence un petit peu à venir puiser dans les réserves matées de l'arbitre. Il reste 1 minute et 7 secondes. Alors 1 minute qui peut être assez difficile à vivre. De part et d'autre, peut-être du côté aussi de Maëlène Cotard. Et on a vu que la différence pouvait se faire justement dans cette dernière minute capitale, parfois fatale, comme un combat engagé. Le combat de William Cizic. Ça a beaucoup bougé jusque-là. Et donc, il va falloir tenir. Ouais, là, elle va vraiment au sol pour éviter d'être saisie Cotard. Et en effet, ça mériterait un petit shido. Je ne comprends pas ce que fait l'arbitre, très sincèrement. Je pense que là, il y a une interprétation libre. On ne donne plus de pénalité. Ben, dans ce cas-là, les athlètes sont libres de faire ce type d'actions qui sont de l'anti-judo. Et donc, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça la logique. On se débarrasse des shidos superflus, les sorties de tapis, les saisies un peu baroques. Mais en revanche, s'il y a une action négative comme celle-là, c'est la 3e de suite. Eh bien, attention, on pénalise. je pense qu'il y a une blessure. Ah oui, ça fait mal en plus. Médical, s'il vous plaît. Ouais, la mine un petit peu soucieuse là de Franck Party. Ouais, et j'ai peur que Maëlène Cotard ne soit pas en mesure de poursuivre ce combat. Elle a l'air de souffrir, oui. Elle a peut-être pris son adversaire sur le poignet. Alors qu'on voit le public, alors c'est plein à craquer hein. Tout autour de nous. Le dojo de Paris est c'est vrai, il y a plein. une belle ambiance. On est en plein après-midi. Il y a des COP de chaque club. Là, vous voyez donc le COP d'Auxerre Judo. Image très sympathique. Et on peut être sûr que ça va monter en puissance avec la soirée, la finale. Alors. Ça n'arrange pas du tout Auxerre qui perd une athlète en plus sur blessure. Alors, mais c'est aussi en cas de qualification, donc on est sur une victoire, de facto hein, pour Alia Carvalho. Et victoire et 10 points, me semble-t-il. Là encore, il faut rentrer dans le détail, on verra ce qui s'inscrit. Ouais, en effet, Emmanuel, c'est ça. L'équivalent d'une victoire par TKO
dans d'autres disciplines que j'affectionne particulièrement. On est donc sur un score de 1 partout et un combat qui peut être décisif, un combat qui est très équilibré, qui s'annonce très spectaculaire avec Maxime Gobert, judoka international qui a participé au championnat d'Europe à Montpellier en 2023, qui a été médaillé d'or en Grand Slam du côté d'Antalya, qui a été médaillé également à Tokyo il y a 2 ans. Et si vous vous en souvenez bien, Emmanuel, il avait été avec nous pour commenter une partie du Final Four de la première édition de la Judo Pro League. Il est face à Alexandre Rubiano, médaille de bronze des championnats de France 2022. Oui, alors c'est un garçon qu'on attend, Maxime Gobert, et pas seulement comme consultant. Hein. C'est un garçon très très fort dont on attend l'éclosion. Il a montré des signes cette année en montant sur le podium des France Seniors, comme il était attendu à ce niveau-là, et même un peu au-dessus. Face à lui, il a un soldat, hein, Alexandre Rubiano, un garçon très solide. Ouais, qui a gagné tous ses combats, il me semble, hein, cette année en Judo Pro League. 3 combats disputés, 3 victoires, effectivement. 3e, 4e et quart de finale. Ouais, et il a là l'occasion de mettre la main voilà, sur un nom, hein, Maxime Gobert. Voilà, oui. C'est un garçon qui fréquente l'équipe de France assidûment. C'est intéressant cette notion de duel aussi, c'est-à-dire que non seulement il y a l'équipe derrière et il y a bien sûr l'enjeu de groupe qui est prépondérant, mais entre ces deux-là, forcément, un combat dans la soirée, et bien sûr on ne veut pas le perdre. Alexandre Rubiano, s'il pouvait effectivement allez, prendre le scalp de Maxime Gobert pour ce soir, il serait content, et vice-versa bien sûr, ça serait important pour Maxime Gobert de montrer qu'il a la main sur ce type d'adversaire. Ouais, et Maxime Gobert qui disputera lui aussi le Grand Slam de Paris dans la catégorie des moins de 16 ans. Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement Nice montre la valeur qu'il accorde à cette compétition, et d'ailleurs tous les autres clubs. Ils ont amené leur meilleur. Tout le monde est là. Maxime Gobert, évidemment, combat avec quand même l'idée qu'il ne faut pas qu'il se blesse, sinon sa saison s'effondre. Hein. En tout cas, il serait mal embarqué. Non, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé hein, autour de cette franchise hein, du Judo Nice Métropole. On a eu le plaisir, en tout cas moi j'y étais, avec Manu Armitano qui commentait avec nous, que je salue bien évidemment du côté de Nice. Il y avait vraiment une super ambiance, et ce Final Four est d'ailleurs retransmis en ce moment même hein, du côté de Nice à la gare du Sud. Retransmis et commenté. Oh, le petit crochetage là, le petit fauchage de Rubiano. Oui, tentative de Uchimata de Maxime Gobert, et quand il est ressorti, Alexandre Rubiano a tout de suite enchaîné en crochetage, Tani Otoshi, une technique arrière de contre. Un petit moment chaud entre ces deux-là, qui évidemment s'affrontent hein, dans un combat qui n'est pas très ouvert, qui n'est pas... Personne ne veut céder, personne ne prend le risque, mais il faut quand même tenter de ramener le point. Et on voit Melka Oshkorn au second plan qui part à faire son entrée. La perle, une des perles du judo français du côté des jeunes, double championne du monde junior. Cette tentative d'Uchimata, il n'était pas loin de faire basculer Maxime Gobert. Il n'avait pas la manche, c'est ce qui a permis à Maxime Gobert d'aller un peu se dégager, un peu à 4 pattes comme ça. Et évidemment, l'ascension a été impressionnante. Il a arraché du sol avec ce Uchimata de Treuil. Et bah, du coup, pénalité. Alors là, la première qui tombe hein, dans cette demi-finale, pénalité pour passivité. Oui, mais il a tenté Uchimata très peu de temps avant. Donc, bon, allez, je ne serais pas d'accord. Soyons d'accord pour ne pas être d'accord. Oui, nous sommes tous les deux toujours d'accord, évidemment. Disons-le comme ça. Thierry Dibert, un monument caché du judo français, on va dire. Hein. C'est un monstre absolu au sol. Il est là depuis des décennies. Et les oreilles en témoignent. Ah oui. Ah bah lui, il a fait souffrir du monde, notamment au Japon et partout ailleurs. C'était le meilleur de sa catégorie et des autres. Hein. Il prenait les lourds aussi. Oh, et ça attaque, ça enchaîne. Il était capable de faire pleurer les lourds au sol.
Allez, pas de marque, mais il y a du danger. Et on rappelle, hein, il y a un Shido pour Maxime Gobert. Donc en cas de deuxième Shido, c'est Wazahari pour Rubiano. Allez, allez, là on sent qu'on est monté un petit peu, on va chercher à poser les mains, on a un petit peu envie qu'il se passe un truc du côté des combattants. On est prêt au coup dur. Attention, le corps à corps, il est fort, oui. Et il parvient à crocheter Rubiano. Magnifique. Et c'est Kinza, c'est mérité, et mérité le Kinza, il n'y a pas la marque, on va voir. Hein, et on n'est pas loin quand même de Wazahari, mais l'attaque est très forte. Oui, vraiment. Ah, il est agacé, Maxime Gobert, mais surtout de l'avoir pris. Et donc là, donc on l'a compris, hein, Kinza c'est une marque non comptabilisée, comptabilisée. C'est un peu le paradoxe, mais c'est intéressant. On peut considérer que c'est une sorte d'ancien Coca. Et ça favorise le judo offensif. Oui, voilà, ça oblige maintenant le combat à basculer du côté d'Auxerre. Allez, il reste 1 minute 15 à Maxime Gobert pour renverser ce scénario. Il faut absolument marquer. Et le voilà, notre 2-0 pour Auxerre. Hein. Finalement, c'est pas... Alors 2-1. Oui, 2-1. J'oublie une marque pour Nice. Heureusement, vous êtes là. Et on va dire ce deuxième point n'est pas encore acquis. Hein. Malheureuse blessure de Maëlène Cotard. Maëlène Cotard. Oui, absolument. Je mets la charrue avant les bœufs. Je me calme un petit peu. Moi, je suis tout excité par ce Final Four. En tout cas, en termes de judo, là, on a vraiment deux super combattants. C'est de la compétition, là. C'est un combat assez intense, où tout le monde essaie de profiter de l'erreur. Attention à Rubiano, là, qui est pas loin, je pense, de se faire sanctionner. Non, bah, il a tenté. Là, c'est une vraie attaque. Il a été contré très tôt par Maxime Gobert. Et c'est pour ça que ça donne un peu une impression comme ça d'attaque avortée, mais il y a une vraie intention. Alors ça, c'est à l'arbitre d'en juger, bien sûr. C'est un petit peu moins net de mon point de vue, même si ça a l'air plus... Ouais, et on voit Maxime Gobert qui commence à se frustrer. Oui, 30 secondes. Et il est en train de faire céder un petit peu Rubiano mentalement. Il va essayer de gagner du temps. C'est un peu son schéma là pour l'instant. Et voilà, ça c'est une fausse attaque. Et je ne comprends pas l'arbitrage qui a pénalisé pour une combativité qui n'était pas claire, mais qui ne veut pas pénaliser des fausses attaques flagrantes, alors qu'on avait dit que c'était ça le sujet du nouvel arbitrage à la française. Une fausse attaque évidente, on la pénalise comme ça, il n'y en a pas deux. Et là, on pourrait voir du judo. Ouais, là, ça devient un petit peu saccadé, évidemment, sur les ultimes séquences de ce combat. Il reste 13 secondes. Il y en aura une, c'est sûr, peut-être deux. Et Maxime Gobert qui va chercher à faire tomber à tout prix. Alors, l'arbitrage mondial a changé aussi à ce niveau-là, puisque maintenant, il est question qu'on pénalise plus les fausses attaques. Mais la démonstration qu'on voit là, c'est que ça va être compliqué pour les arbitres d'essayer d'être pertinent à ce niveau-là, parce que ça demande une forme d'expertise. Il faut pouvoir juger, est-ce que c'est une fausse, est-ce que c'est une vraie attaque. Ils ont un peu perdu l'habitude parce qu'on leur avait donné d'autres directives jusque-là. Il va falloir travailler un petit peu. Et voilà la fausse attaque, elle arrive à 2 secondes de la fin. Et c'est trop tard, Alexandre Rubiano qui vient apporter le deuxième point pour Auxerre Judo. Et honnêtement, c'est une belle surprise pour la franchise de Franck Party. Grosse performance d'Alexandre Rubiano. Et oui, c'est tout le problème d'avoir mis des raclés pendant des jours et des jours. Il faut s'attendre à un moment à ce qu'il y ait de la résistance et bien s'y préparer. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas prêts à le faire, mais là par exemple Max Gobert, eh ben, c'est lui qui a cédé sur ce Koichi habile. Il est allé chercher le quoi à corps et Rubiano lui met le petit barrage à l'intérieur. Koichi Gake, intéressant. Et il mérite ce Kinza. Alors que Max Gobert passe à côté de nous en faisant des gestes de dépit. Il n'est pas content. Alors attention. Melchior Korn. C'est pas Maxime Gobert, non. C'est Melchior Korn. Ne soyez pas trop dur avec nos amis non. du car régie. Emmanuel, en effet, on a bien vu que ce n'était pas
Maxime Gobert, il est juste derrière nous. Là, il est en train de taper le sol. Mais il est frustré, il est très énervé. c'est sympa de le voir frustré comme ça d'ailleurs, parce qu'il pourrait C'est un compétiteur. passer à côté de ce truc en disant bon, c'est pas grave. Alors, Melka Oshkorn qui va être opposé à Fantine Rosier. Gros point fort hein, pour Nice, avec la championne de France 2023, vice-championne de France 2024, battue par Manon Deketer, qui a participé l'année dernière au tournoi de Paris. Elle avait sorti Catherine Beauchemin-Pinard, la canadienne, médaille olympique, médaille mondiale. Voilà, c'est dire le niveau de cette combattante qui a gagné 2 titres mondiaux chez les juniors Ouais, alors il y a 20 ans. Vous allez le voir, hein, elle a un judo, elle est agressive à la garde, elle attaque assez vite avec des mouvements de jambes extrêmement tranchants. Elle fait penser un petit peu à cette grande classe des 63 françaises, peut-être un petit côté, bon, on ne va pas les comparer trop vite à des monstres comme Lucie d'Écosse ou ce genre-là, mais il y a une petite parenté. Évidemment, son adversaire, Fantine Rosier, qui n'est pas tombée de la dernière pluie, essaie d'empêcher de monter les manches. Regardez où elles sont, les manches très basses. Fantine Rosier, 23 ans, qui a fait quand même 7e des France seniors cette année, donc qui n'est pas du tout victime désignée dans ce combat, et qui était d'ailleurs sparring partner de Clarisse Agbenienou pour les championnats du monde 2023 à Doha, où elle a sûrement beaucoup appris. Elle a fait 2 combats à la Pro League, elle en a... C'est les championnats du monde. Clarisse est revenue pour gagner le titre mondial. C'était un moment du temps. En plus, absolument. Donc 3 combats pour Fantine Rosier, dont 2 gagnés sur la Pro League. Alors, elle a pris une première pénalité. Alors je soupçonne qu'avec ce changement d'arbitrage, on change de... Il y a un Kinza qui est donné, non? Non. Oui, s'il est donné. Un peu vite de mon point de vue, mais c'est intéressant. En tout cas, l'arbitrage a changé de rythme, puisque la première fausse attaque de Fantine Rosier a été pénalisée. Alors elle est obligée du coup d'y aller. Elle a monté, du coup c'est Melka Oshkorn qui met les mains en bas avant de pouvoir remonter prendre sa propre saisie derrière. Vous l'avez dit, hein, elle a 20 ans, elle est 43e mondiale déjà, Melka Oshkorn. Alors pour l'instant elle a un petit peu de mal à passer le cap en senior sur les grands chelems qu'elle fait. Elle marque Wazari et après elle perd le combat. Bon, c'est plus un ajustement psychologique, un peu une prise de prendre la mesure des adversaires. La jambe à l'intérieur pour Fantine Rosier. Et oui, c'est vrai que même en finale des France, elle avait été battue par Manon Deketer, qui était de retour après une longue blessure. Manon Deketer, on le rappelle, médaillée mondiale 2022. Ah, donc c'était un combat très dur. Mais un combat, j'imagine, voilà, c'est intéressant pour Melka à 20 ans de se confronter à des combattantes comme Manon Deketer. Et on la verra d'ailleurs au tournoi de Paris. C'était bien cette petite attaque. De toute façon, la hiérarchie, elle est claire. Hein. Il y a Clarisse Agbenienou, mais qui est en pointillé au-dessus pour l'instant. Ensuite, c'est Roman Deketer, qui est logiquement... Manon. Pourquoi je dis Roman, je ne sais pas. Parce que Roman Dico. Ouais, probablement. Il y en a d'autres. Mais bon, en tout cas, c'est pas ça. Manon Deketer, qui est juste derrière grâce à son parcours. Et sinon, après, derrière, c'est la jeunesse de Melka Oshkorn qui pointe pas seulement le bout de son nez. Hein. Ouais, il y a également Rania Drid qui est dans l'équipe de Nice, qui sera elle aussi sélectionnée pour le tournoi de Paris, catégorie des moins de 63 kg. Allez, on revient c'est ça. Hein. À ce combat. Et toujours ce Kinza là pour Melka Oshkorn. Ah oui, bah alors du coup pour Melka Oshkorn, pas besoin de... La différence est faite. Oui. Pas besoin de prendre des risques. Ça va se jouer assez fin. Bien sûr, si elle pouvait marquer les 10 points, ça serait une bonne chose. C'est peut-être ce que va lui dire quand même son coach, son formateur. Ouais, parce que cette demi-finale pour l'instant est serrée. Oui, bah, si on peut prendre, hein, il faut y aller. Et on arrive juste avant le 5e combat. Et pour l'instant, c'est Auxerre qui mène 2-1, on le rappelle.
Oui, c'est clair que pour Nice, hein, il y avait le choix entre Melchior Oshkorn ou Rania Drid. C'est quand même le choix du roi. Allez, c'est reparti. Et elle protège. Attitude très agressive là. Oui, bah, Fantine Rosier. Rosier, elle doit refaire hein, le retard. Il faut profiter des 2 minutes qui restent pour déstabiliser. Melchior Oshkorn qui va se gérer. Elle le donne le Wazari, c'est plutôt bien vu. Hein, elle était restée debout. Donc effectivement, l'adversaire était au sol, elle la remonte un peu, mais comme elle reste debout, on considère qu'elle la projette et vu l'impact, on considère que c'est pas aberrant ce Wazari. Allez, travail au sol pour Melchior Oshkorn qui cherche à dégager sa jambe droite. Elle enchaîne évidemment. Allez, c'est bien pris, c'est verrouillé par Fantine Rosier, maté de l'arbitre. Et donc Wazari pour Melchior Oshkorn qui accroît son avantage. Oshkorn qui pourrait ramener le club. Hein, on pourrait être à 2 partout avec du coup un avantage du côté de Nice, mais un 10 points qui a été obtenu malheureusement sur blessure. C'est dire que c'est serré. Oh, ça attaque fort. Ouais, c'est précis hein, quand elle attaque Melchior Oshkorn. Précis sur les mains. Ça part vite et il y a souvent des équilibres. Là, on a eu Fantine Rosier qui est tombée face contre le tapis. Posture de gaucheur. Posture de gaucheur. Thierry Libert qui vient. Hop là, petit balayage pour déstabiliser. Elle gère bien, Melchior Oshkorn, on voit bien hein, le niveau déjà. C'est cette jeune fille de 20 ans qui est en train de s'installer dans la catégorie. Un peu comme le nouveau monstre. Ouais, il fait partie des grands espoirs hein, du judo français. Concentré, garde ça en bas. Concentré, voilà, mets ça en bas. Mets ça en bas. Tu peux même y aller à gauche. Toujours cette bataille sur les mains pour essayer d'éviter à l'autre sa garde forte. Les 2 combattantes sont dangereuses, hein, on l'a vu. Quand Fantine Rosier a eu les mains, elle a été capable d'attaquer aussi. Elle se bat pour essayer de trouver un peu de place pour lancer le corps. Ouais, du haut de ses 20 ans, on la sent quand même très sereine hein, dans ce combat. Melchior Oshkorn. Elle n'aura jamais été inquiétée. Elle aura su gagner du temps sur chacune de ces séquences. Et maintenant, à 8 secondes de la fin, on voit mal comment elle pourrait être inquiétée. Oui, la dernière séquence forte. Et voilà, c'est échoué. Elle a lancé Fantine Rosier un peu à l'abordage, évidemment. Allez, après 5 combats, on arrive à la moitié de cette demi-finale et 2 partout avec un avantage au point pour le champion en titre, le Judo Nice Métropole. 2 partout au niveau des combats et désormais 11-1 au niveau des points. Eh oui, cette blessure du côté de Auxerre a été préjudiciable. Il y avait un match nul jusque-là. Alia Di Carvalho était contenu par son adversaire. On voit cet efficace petit ce petit sous-témi latéral sur l'adversaire qui était au sol. On a des acteurs dans le public. Allez, on va passer à la catégorie des moins de 81 kg avec un immense champion, Guillaume Chen, le champion olympique par équipe à Tokyo, qui était tout près d'obtenir également la sélection pour Paris. Il a été battu en finale des championnats de France en novembre 2023 par Johan Benjamin Gaba. Il va être opposé à un combattant géorgien, Irakli Beroshvili, qui a déjà combattu pour la franchise niçoise. Guillaume Chen, on l'avait vu la semaine dernière en quart de finale. Il avait répondu à l'appel d'Auxerre Judo parce qu'il y avait eu un forfait, une blessure. Il n'était pas au meilleur de sa forme. Ça avait été difficile sur la dernière minute, mais il avait fait le travail et il avait fait parler d'expérience.
Oui, c'est vraiment un monstre d'expérience. Un judoka très fort aussi. Là, ça va être difficile parce que, bon, il nous avait dit, hein, il avait été appelé 48 heures avant. Là, il a eu un petit peu plus de temps, mais c'est pas comme ça qu'on se refait une VO2 max. Hein, c'est pas en une semaine. On en sait quelque chose, Emmanuel. Oui, bah moi, ça fait un moment que je ne me rappelle. Elle est loin devant. Moi, je l'ai oublié chez moi à Nice. Alors, en plus, il a affaire à un garçon qui a été vice-champion de Géorgie cadet en 2016, c'est-à-dire un des monstres anonymes que produit le judo géorgien à l'appel. Et Ouais, médaillé national hein, sur le championnat donc de Géorgie 2024, médaille de bronze. en plus, et qui a 23 ans. Ouais, 38 pour Guillaume Chen. Il pourrait être presque son père. Oui, il aurait été un peu vite en besogne. Ça ne m'étonnerait pas le dire. Non. Guillaume Chen, un des personnages du judo français, il est passé ces dernières années. Il a pris son envol au bon moment. Il a senti qu'il pouvait avoir son ticket pour la gloire. Il a su le faire et il a obtenu une magnifique médaille d'or au jeu par équipe qu'il a mérité en gagnant les combats qu'on lui demandait de gagner. Ouais, et remplacé donc par Gaba, qui aura eu lui aussi son rôle dans la finale 3 ans plus qu'on a tard. connue à Paris en finale. Allez, merci d'encourager les judokas. Alex Rubiano qui a beaucoup fait pour les chances d'Auxerre. Allez, Guillaume Chen a-t-il les moyens de déstabiliser ce petit bloc géorgien? Il va tenter un Seoi, un Uchi peut-être en décalé, c'est son spécial. Ah, allez, comment ça s'organise? Finalement, ça va au sol. Il doit gérer le temps. Il ne peut pas lâcher trop d'énergie parce qu'il a pas tout Volonté à de fait gérer ses ressources, on le voit, il ne travaille pas au sol. Il sait qu'il doit bien respirer, aller chercher le second souffle là où il est. C'est-à-dire un peu caché. Alors que son adversaire, lui, il n'aura Aucun problème de cardio. c'est constitutif de l'identité géorgienne. On souffre. Mais... le voilà. Allez, là, il fait Kinza. Il faut le donner. Elle ne donne pas le Kinza là-dessus. Si. C'est donné, c'est logique. Il est beau. Et la différence qui est faite pour Guillaume Chen. Ouchigari en cercle, je l'avais annoncé. Mais vous écoutez pas ce que je dis. Ah, pas toujours, Emmanuel. Ben non, je sais bien. Ben, en tout cas, je l'avais annoncé. Un joli Ouchigari en cercle, son spécial. C'est une des techniques qui l'a rendu vraiment fort. Au moment où il a eu besoin vraiment de montrer que c'était lui. Allez, là, maintenant, il faut le bouger. Thierry Guibert encourage son combattant. Attention, c'est à nouveau Auxerre qui mène un peu le jeu là-dessus. Et encore un joli coup de Guillaume Chen. Ça va être intéressant de voir s'il a les moyens de survivre sur les 2 minutes suivantes. Parce que son adversaire ne va pas le laisser respirer. Après, il a une expérience... Ouais, vraiment, je me rappelle de la dernière minute de son combat en quart de finale la semaine dernière où vraiment il suffoquait. C'était très dur. Oui, il était vraiment... il avait plus de son, plus d'image. Mais bon, il était toujours quand même là. Alors attention, parce qu'il ne faut pas qu'il fait le travail. Pas qu'il prenne trop vite la pénalité, puisque derrière, il sera vraiment dos au mur. Un petit peu à l'image d'un Teddy Riner qui est revenu sur la Ligue des Champions fin décembre, qui n'était pas au mieux de sa forme, mais qui a fait le travail. Il a fait un combat et il l'a gagné. Et Teddy, c'est quand même encore un athlète en activité. Guillaume Chen... un peu moins. Voilà. Oui, même si bon, l'activité était un petit peu loin pour Teddy. Ouais, Teddy, on le connaît depuis 1000 ans, mais il est quand même plus jeune que Guillaume Chen dans les années qui comptent un peu triple, comme au Scrabble. Oui, c'est vrai. Donc, quand on a 38 ans, c'est pas tout à fait pareil que d'avoir 35 ans.
Oui, ces mots résonnent particulièrement chez moi, Emmanuel. Je suis bientôt dans les 38. Eh oui. Je pourrais vous raconter, attention, danger là sur cette tentative de clé de coude un peu baroque mais dangereuse manifestement. Obligé Guillaume Chêne à repasser du bon côté. Pour l'instant il est mesuré, concentré. On voit bien ce qu'il essaie de faire. Il a obtenu le combat et il ne va rien donner de plus. Ça va être un combat sur les manches. Sans montrer trop à cette jeune arbitre qui a été sévère sur les pénalités. Donc en plus, il pourrait ne pas lui donner trop de mou là-dessus. Donc ça c'est bien, aller au sol. Il a compris où il faut mettre l'énergie. Voilà, là ça va lui permettre de gagner du temps. Et oui, il a bien gagné. Attention danger. Là il est sur la jambe et il a quand même gagné. Voilà, c'est 15 secondes. 20 secondes. On est à 50 secondes de la fin. Avec allez, toujours ce Kinza. William Sizik, Julie Veldy-Moret qui encourage. Et ben c'était un joker et pour l'instant c'est un joker très réussi de Guillaume Chêne avec le combat important qu'il a gagné en quart et celui qu'il s'apprête à gagner. Si tout va bien pour lui jusqu'au bout, est-ce qu'elle va pénaliser? Non, je ne pense pas. C'était juste limite. Cette fausse attaque objectivement, mais allez. Irak Libero-Jbili évidemment est plein de bonne volonté, mais pour aller gérer un tapis, mais chaîne, là il va bonne gestion de l'espace. Ouais, là maintenant il a plus de joker finalement, Guillaume Chêne. Non, il va avoir 20 secondes à gérer. On a le Shido inscrit, voilà. Allez, attention, parce que ça peut encore basculer. C'est bien fait. Bien oui. Géré. Pas assez fausse pour être sanctionné. Pas aujourd'hui, ça devrait un peu quand même dans un futur. Attention, c'est dangereux ça, mais il contrôle bien la jambe, il travaille un petit peu. Voilà. Et il va aller au bout. Guillaume Chêne, des trésors d'expérience pour ramener ce point précieux pour Auxerre. Il regarde son cardio-fréquence-mètre qu'il n'a pas. Il est à 250 pulsations secondes. En tout cas, une démonstration quand même de maîtrise, de solidité. C'est étrange qu'il regarde sa montre. Qu'il n'a pas manifestement. Vous voyez une montre? Vous? Non, il n'y en a pas. Mais non, mais ça c'est un gimmick. Et ça fait plaisir aussi de voir un peu ce sens du spectacle qui n'est pas toujours aussi personnifié en judo. Oui, bah lui, déjà c'est un showman. Il se fait plaisir à 38 ans, hein. Voilà, il vit ses derniers moments sous la lumière et il en profite. Et il a raison. On est venu le chercher, il répond présent, pardon. Que demander de plus? Alors, 3-2 pour Auxerre, Emmanuel. Et on arrive dans les 4 derniers combats. C'est intéressant de voir Nice un peu poussé. Attention, ça ne sera pas facile non plus ce combat-là. Ah non, pas du tout. Alors on a donc à droite Laura Berstock pour Auxerre Judo, championne de France 2022. Et face à elle donc cette jeune portugaise. Troisième cette année. Thaïs Pina, avec une combattante qu'on avait vue l'année dernière au tournoi de Paris, qui a disputé les Jeux Olympiques, qui a gagné un grand slam au Kazakhstan cette année, l'année dernière, 2024. Qui fait 2 finales en Grand Slam sur l'année 2024. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me disais pourquoi l'année dernière. Bah oui, non. C'est vrai qu'on est en 2025. Oui, j'ai pas encore tout à fait fait la mise à jour. Oui, elle a gagné au Kazakhstan, effectivement. De très beaux combats et avec des victoires sur Kim Pauling, sur. Elle attaque tout de suite d'entrée. Avec grand gabarit et elle est vraiment explosive, cette combattante Thaïs Pina. Elle est 18e mondiale, attention. Je la revois sur le tapis au tournoi de Paris. C'est une arracheuse, elle aime bien les wanage, les techniques un peu comme ça de puissance. On voit, c'est un gabarit, elle a l'air grande. Il y a des segments. Ouais.
Mais elle a affaire à allonge, face à Laura Berstock. Une fille dangereuse en face pour elle parce qu'il y a un peu plus d'expérience et puis championne de France il y a 2 ans. Allez, attention, 3e cette année, enfin l'année dernière. Et Laura Berstock qui la repousse. Laura Berstock qui fait de l'ingénierie mécanique à la Sorbonne. C'est des bonnes études pour appliquer les bons leviers au sol notamment, j'imagine. Alors que on est très attentif du côté de Nice. C'est toujours intéressant de connaître aussi les parcours, les vies de ces combattants. Ces combattantes qui ne sont pas toujours les numéros 1 en équipe de France et qui doivent donc voilà, assurer aussi l'avenir et faire de belles et longues études. Ouais, oui, c'est la vie des gens. C'est un sport amateur, quoi qu'il en soit, hein, même si on peut... À haut niveau, en vivre confortablement. Enfin, en vivre, on peut, oui, avoir une vie quand on est athlète de haut niveau, mais il y a une vie derrière à faire. C'est toujours un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber, il ne tombe pas en général. Et on rappelle que dans cette Judo Pro League, avec les franchises, les athlètes ont des contrats de travail. Hein, donc on est vraiment sur une activité professionnelle. Bien sûr, les rémunérations sont loin de celle. Attention, oui. Ça peut être la solution, mais je pense qu'il n'y a que... Elle n'a pas l'air vraiment en danger, ouais. Donc je disais, bien sûr, les rémunérations, voilà, quelques centaines d'euros, hein, parfois pour une saison, parfois un peu plus, suivant les franchises, suivant les résultats, suivant les pédigrés des athlètes. Mais les athlètes sont donc rémunérés pour leur travail, pour leur participation. Parce que chaque club a un petit peu son attention au danger. Elle a failli la contrer, elle l'a contrée d'ailleurs, elle a failli marquer sur cette petite poussée habile. Alors qu'elle est pénalisée d'un chilo que je... Moi je ne l'ai pas vu. Non, bah, je pense que c'est par combativité. C'est pas hyper clair jusqu'à là. Alors quand on sait l'enjeu des chilos. Allez, c'est serré, c'est dur là sur ces séquences. La main loin derrière pour Thaïs Pina. Oui, et puis garde croisée, elle est vraiment... Sur cette tentative là de Ouchigari. Très engagée en croisée comme ça. De l'autre côté de la tête avec cette jeune arbitre qui garde l'œil lucide. Difficile à arbitrer, hein. C'est un combat très intense. 2-26. Et tout reste à écrire dans ce combat comme dans cette finale. Demi-finale, que dis-je. Je m'avance. Alors, bien marqué dans ce combat, par contre, très bien, toujours. C'est 3 victoires à 2 pour OCR Judo qui mène légèrement. Ici, un chino et un premier chino ne donne pas de points. Par contre, si jamais il y a 2 chinos, ça donne moins avis à l'adversaire. Et 3 chinos, c'est une bon, c'est donc en dessous combatté. Merci pour cette décision, mon cher Laurent. Allez, c'est reparti. On rappelle Nice qui est mené. Laura Berstock qui est un peu obligée de montrer qu'elle est active, hein, puisque l'arbitre la pénalise une première fois et qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. Rappelons-le, le deuxième chino, c'est Wazari. Mais pour l'instant, elle tient Thaïs Bianca Vasconcelos de Pina. En général, on dit Thaïs Pina. Ouais, c'est plus rapide. Alors, attention danger parce que... c'est physique là. Hein. Oui, très physique, avec cette garde très forte de la Portugaise qui a obligé, ou qui a incité Laura Berstock à prendre le même type de garde. Attention, elle est dangereuse là-dessus. Non, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à garder le contrôle sur le bras. C'était dangereux, c'était efficace. Et la Portugaise a essayé de la contrer sur sa garde. C'était dangereux. C'est une technique à la mode là où on va chercher par en dessous du bras pour projeter comme ça un peu latéralement. Technique sortie un peu de l'espace. Mais pour l'instant, 1,37. Rien entre les deux combattantes. Et OCR, eh bien, qui mène
qui mène 3-2. Peut-être en train de créer la surprise. On va dire que oui, pour l'instant, il l'a créé. Bon, on savait que c'était une équipe solide. Allez. Allez, un petit peu de body language, un petit peu de lassitude du côté de... J'aime vos anglicismes, oui, ils sont rares. Avec un accent oui, très aiguisé. Admirable, que comprennent tous les Français, mais pas la femme qui est l'important. Hop là. L'important, c'est de se faire comprendre, Manuel. Donc je disais que ce body langage nous laisse entendre qu'elle est un petit peu dans le renoncement, la niçoise, un peu fatiguée. Alors elle va peut-être retrouver, il reste 1 minute, il faut trouver des forces. Mais regardez, Laura Aberstock est plus installée, le bras droit de la portugaise est de l'autre côté. Garde plus classique, et voilà, on n'est pas loin du contre. Il faut enchaîner au sol, elle va essayer, Laura Aberstock. Attention, la Juji là, peut-être pour Laura Aberstock. Ça tourne. Ouais, grosse attaque là de la combattante de Ponto Combo. Et oui, j'avais annoncé que c'était rééquilibré debout. Et dans les esprits, c'était Laura Aberstock qui était en force là, mentalement. Et elle a failli conclure ce combat. Attention, 38 secondes. Est-ce que la jeune portugaise, qui est vraiment un bébé, 20 ans. Ouais, mais un bébé très explosif. Oui, elle écoute pas, la forte attaque en Soutemi, elle aime bien ce petit Katagouma. On sent dangereux. Ouais, cette roue autour des épaules, technique favorite d'une certaine Amandine Bouchard. Oui, c'est un des gestes que Amandine Bouchard fait extrêmement bien. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Et Laura Aberstock a attaqué, elle veut aller le chercher, elle sent que c'est possible d'aller le prendre ce point pour amener Auxerre à 4-2. Ah, ça serait intéressant, un petit 4-2. Sur RL, c'est vrai. Est-ce qu'on assiste à la première surprise, la première grosse surprise de la Judo Pro League? Tout est possible. Ouais, et Thaïs Pina qui termine un petit peu fatiguée. Dans ce format qui, on le rappelle, est nouveau pour elle. C'est la première fois qu'elle combat en Judo Pro League avec donc un combat de 5 minutes. Hop là, dernière forte attaque, bien contrôlée par Pina, mais c'est fini ce combat. Ça sera le nul et finalement c'est Laura Aberstock qui regrette un peu de ne pas être allée le chercher plus tôt. Elle était vraiment à 2 doigts sur la clé. Quand on peut à dire qu'elle n'ait pas essayé. Non, elle a essayé. Elle aurait peut-être pu tenter un tout petit peu plus tôt. Elle s'est méfiée, avec raison d'ailleurs, de l'étalage de puissance de sa jeune adversaire. Alors il reste 3 combats, Emmanuel, et voilà le gros carte assez forte qui va être abattue pour Nice avec Tizignamien qui arrive. On revoit en effet cette clé de bras qui aurait pu faire basculer ce combat et cette finale. Et cette demi-finale, que dis-je? Encore une fois, je m'emballe. Oui, vous êtes déjà en finale. Ouais, mais c'est ambiance de finale. Là. Regardez, Emmanuel, on a quand même des artifices lumineux qui sont assez sympathiques. Il y a les lumières partout, le public qui est là. Allez, Tizignamien, donc le combattant niçois, 3 fois médaillé nationale en 81 kg, qui est monté récemment chez les 90. Alors là, ça devrait être plus compliqué pour lui. Benoît Collin, 33 ans, un garçon du Séchi Mazarin, qui est depuis septembre 2022 directeur technique du Balma Syntex à Toulouse. Une très bonne maison, mais qui vient là prêter main forte. Mais ça fait un petit moment. Ouais, ça fait des années en effet. Médaille nationale 2015, oui. Bronze, donc ça fait 10 ans. En moins de 80 kilos, effectivement. Bon, il est très fort, ce garçon, mais voilà, il a face à lui Tizignamien, donc un garçon vraiment... plus jeune, plus actif, plus explosif. Oui, toujours classé sur les podiums. C'est quelqu'un qu'on... Enfin, pas cette année à vrai dire, mais il était 3e en 2022, 2e en 2023, en senior. Tizignamien, on l'attend, un
niveau encore un peu au-dessus, il a 24 ans. Et il était évidemment dans cette équipe vainqueur du trophée l'année dernière. Il a fait 3 combats à la Judo Pro League, il en a perdu un. Benoît Collin, il débarque, hein, il n'a pas encore combattu en Pro League. Alors il va essayer d'aller le chercher au sol, hein, c'est son domaine de prédilection. Un garçon qui est complètement immergé dans le sport. Hein. Il a le BGEPS, le DGEPS, le DCGEPS, plus un master d'entraînement, optimisation de la performance sportive. Il est professeur. Tizi c'est un enfant de Nice, puisqu'il a commencé le judo à 7 ans à la SPTT Judo Nice, avec Younes Bousseta. Ouais, il fait partie voilà, de ces combattants qui amènent cette identité niçoise, licencié à l'OGINIS aujourd'hui, Tizi Gnamien. Après, il est parti au JC Monaco, mais c'est pas très loin. Oui, je le confirme. Mets la pression! Mets la pression! C'est votre coin aussi à vous. Et oui, absolument. C'est un peu plus bétonné, mais il y a la mer. Le mètre carré est un petit peu plus cher également. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, vous payez des impôts en France, vous? Oui, mais je travaille pas à Monaco, moi. Je vis en France. C'est pour ça. Voilà. Mais vous auriez été meilleur au tennis? Peut-être. Je sais pas s'il y a beaucoup de boxeurs à Monaco. Ah, il y a une fédération monégasque, le box. Je connais bien le président d'ailleurs. Ancienne grande gloire. Laurent Bion, que je salue. Il y a des grandes organisations encore de boxe, hein, de temps en temps à Monaco. Le judo club de Monaco qui a été repris d'ailleurs coach par Loïc Pétry. Le fils du père, et le club est entre de bonnes mains. Et il était encore sur le tapis l'an dernier, Loïc, pour aller gagner ce titre pour le Judo Nice Métropole. Aujourd'hui, il est officiellement retraité. Ouais, il ne faudrait pas le chauffer beaucoup pour qu'il vienne donner un coup de main. J'imagine. Il doit être extrêmement fort. C'est toujours pareil, quand on arrête, c'est le moment où on est plus fort. Allez, Tizi Gnamien, 2,42. Il va y avoir encore une séquence et après c'est la pause. Et du côté de Benoît Collin, évidemment, on ne cherche pas à ce que ça accélère plus que ça. C'est parfait pour lui. Allez, une petite tape pour s'excuser. Pied mal placé. Tizi Gnamien sait qu'il doit absolument ramener le club. C'est le moment. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup des combats un petit peu plus déséquilibrés. Ouais, c'est tendu, hein. En effet, là, il y a une grosse responsabilité sur les épaules, certes assez larges, de Tizi Gnamien. On voit bien le travail que va faire Benoît Collin, qui commence à fatiguer un peu. Il reste 2,16, ça va être long pour lui. C'est d'être un peu crédible dans l'amener au sol. Pour l'instant, ça va. Et puis, d'entraîner Tizi Gnamien dans ses filets, dans ce travail de Newaza où il est à l'aise. Ouais, parce que derrière, il y a des combats qui, sur le papier, sont assez serrés, compétitifs. Chez les lourds, Valentine Marchand, Esther Minandi Laou. Ça va être très intéressant. On l'a vu, Valentine Marchand, Kiforov. Elle nous a bien plu en quart de finale, Valentine Marchand. Elle a été très forte aussi face à une junior dont on attendait qu'elle lui mette de la percussion, et c'est ça a été le cas. Et elle a quand même trouvé le moyen de l'emporter avec beaucoup de maîtrise. Là, elle aura affaire à Grace Minandi Laou. Ça va être très intéressant de découvrir cette jeune athlète qui est arrivée un petit peu sur la pointe des pieds au dernier championnat de France senior. Le retour de ses nombreuses blessures, et puis elle est très jeune, elle a 19 ans. Mais qui va monter tous les mois, elle va être un peu plus forte. Allez, Benoît Collin là, qui doit résister à Tizi Gnamien pour mettre son équipe dans les meilleures dispositions. Oh, la forte attaque. Là là, quelle attaque! Quel geste magnifique pour Tizi Gnamien, qui réveille le Judo Nice Métropole et qui enflamme le dojo de Paris. Et du coup, c'est le hippon aussi, donc c'est... Ah, il est content, Tizi Gnamien, il sentait que ça risquait de lui échapper, évidemment. Et là, c'est le soulagement, le plaisir
d'avoir mis un sublime pion qui va être le pion de la soirée pour l'instant. Ah, je pense, oui. Obligatoire pour l'instant. Un petit challenge pour les autres. Ouais, ça se termine mal pour Benoît Collin, appelé malheureusement au pied levé, qui a fait ce qu'il a pu pour l'équipe. Et tout reste à écrire maintenant, 3 partout, avec les 2 combats chez les lourds et chez les lourdes. Allez, 3 partout. On sait que... Ouais, il est beau. On le prend un peu tard, dommage. Le voilà. Hop, le sauté, bout de manche. Avec un joli relevé pour aller crucifier le partenaire, l'adversaire au sol. Bien sur le dos, net. C'est une belle technique. Et c'est... Voilà. Et voilà. Et on voit les sourires du côté de Nice parce que jusqu'ici les visages étaient crispés. Eh oui, on est à 3 partout et on aborde les poids lourds. Donc c'est des enjeux. Alors bien sûr, Nice est très bien doté, mais Auxerre, c'est très fort aussi. Entre Thomas Nikiforov et German Andriev pour Nice, on verra. Alors ce sera Ramzat Saparbayev pour Nice. Ah oui, c'est vrai, c'est Saparbayev. Bah, c'est jeune c'est encore. aussi très bien doté. C'est bien doté. Sélectionné championnat d'Europe. Ouais. Alors la voici, hein, cette combattante dont on parlait, dont on vous parle depuis le début de cette demi-finale. Grâce Esther Minandi-Laou, elle a 19 ans, championne du monde cadette 2022. Elle était championne d'Europe. Très gros gabarit. Elle était championne de France, championne d'Europe et championne du monde cette année-là. Chez les cadettes. Chez les cadettes. Malheureusement pour elle, elle s'est blessée juste derrière. Elle est revenue, elle s'est reblessée. Opération à la rotule, puis elle revient, elle fait une fracture du tibia. Et donc elle est revenue un peu doucement. Hein. Il faut que les fondations se remettent. Parce qu'elle est monumentale. D'ailleurs, ouais, gros physique, bien sûr. Elle veut faire architecture. Mais c'est les proportions qui sont hors normes là pour l'instant, puisqu'elle fait 1m90. C'est vraiment... Voilà, c'est le judo français, ça. Ouais, qui voyez produit que... beaucoup de lourdes de qualité. Alors face à elle, il y a Valentine Marchand. Elles ont presque 10 ans d'écart. Quelques kilos aussi, hein, également. C'est pas du tout là, elle paraît toute le même petite, gabarit. Valentine Marchand, on dirait une 57 kilos. Alors championne de France 2018, 2 fois médaille nationale, Valentine Marchand. Et elle n'est pas toute petite, hein. Je peux vous dire, je l'ai même croisée hier dans le tramway. Et ben là, vous... rien à voir, mais elle n'est pas toute petite. Alors c'est un... Regardez comment elle l'a Au judo, oh là là là, la puissance de Grâce Esther Minandi-Laou. Infernal. Bien marqué au Azahari. Elle la traite comme si elle avait 3 catégories inférieures, alors que c'est la même. Hein. Valentine Marchand, c'est une poids lourd, qui a été championne de France. Elle nous avait fait un très beau quart de finale où elle avait montré son judo tout en élégance. Elle bouge bien. Un vrai judo légère, hein, avec des beaux mouvements de hanche. Exact, c'est ça, effectivement. Et là, bon, elle a été vraiment... bousculé sur cette séquence. C'est la loi de ces catégories, hein, où on peut avoir, voilà, selon les profils, 20, 30, 40 kilos d'écart. Voilà, là, elle a pris un petit peu sur la tête, Valentine Marchand, avec ce mouvement où elle était vraiment maltraitée. Ah bah là, quand elle vous embarque, Grâce Esther Minandi-Laou, c'est difficile de lui résister. Alors, du coup, le message du côté de... Attention, elle est dangereuse, elle pourrait revenir, elle n'a pas fini son combat, Valentine Marchand. Avec les supporters. Allez, on essaye de faire pénaliser, ça serait une bonne idée d'après Franck Party. Du côté de Valentine Marchand. Alors j'ai envie de vous dire... Elle ne se précipite pas pour lui mettre la pression. Elle a plutôt tendance à reculer devant cette masse considérable. Ouais, et on peut le comprendre. Alors, du point de vue de l'enjeu, Emmanuel, si Grâce Esther Minandi-Laou l'emporte, attention à cette attaque sur étranglement. Parce qu'elle est très bien placée sur cet étranglement. Et là, pour le contrôle de l'épaule avec la hanche, on peut dire qu'elle y est. Tout va dépendre de comment les mains sont posées. Mais elle a très bien enchaîné. Et à mon avis, elle va y revenir prudemment, Valentine Marchand. Elle a attaqué un peu vite, comme lui suggérait le coach, hein, essayer d'emballer le combat. Ben, c'est raté pour cette séquence. Alors, maté de l'arbitre, Emmanuel, il y a 3 partout. Si la niçoise l'emporte, avec l'avantage au point, 21 points à 1 pour Auxerre.
ce sera certainement l'épilogue de cette demi-finale. Vous avez raison, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Et ça sera la victoire au forceps, dans la difficulté, mais la victoire de Nice, toujours affiché favori. Et qui aura compris, s'il en doutait, que ça ne se ferait pas les doigts dans le nez, cette troisième session de la Judo Pro League. Ouais, et puis il y a d'autres cartes qui n'ont pas été abattues pour Nice. On vient de voir passer Lucas Hautman, le champion de France en titre des 81 kg. Oui, alors Lucas Hautman n'y est pas allé. On a préféré le petit géorgien. Est-ce que c'était la bonne idée? Bah finalement non. Mais c'est pas grave pour Nice, dans la mesure où pour l'instant ils tiennent le bon bout. On voit effectivement le président Stéphane Nomis qui dit bonjour aux gens qui passent. Allez, 2,25. Allez, Valentine Marchand qui doit faire tomber ce bloc en face d'elle. Elle a été requinquée un petit peu, on lui dit ce qu'il faut faire. Peut-être aller prendre la manche, attaquer dans les jambes. Il y a une puissance là. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible la ça déménage. La puissance qu'elle dégage avec l'inertie aussi quand elle bouge le corps. Avec les mains posées, évidemment, on est trimballé comme un fétu de paille, comme un paquet. C'est Valentine Marchand cherche des solutions. Elle n'abdique pas, mais bon, c'est dur. Ça va être intéressant de la suivre. Elle a 19 ans, hein, rappelons-le. C'est vraiment la nouvelle génération des poids lourds. Je ne sais pas ce qui se passe en France depuis quelques années. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Au niveau des poids lourds féminines, c'est une dinguerie, comme diraient les jeunes. Je l'attendais pas celle-là, Emmanuel. Non, ça vous a surpris. Ah ouais, mais je suis avec vous. Alors là, on s'interroge. Hein. Il y a quelque chose qu'ils disent beaucoup aussi les jeunes, et je suis au contact de ces jeunes générations. Oh, regardez ça, la tentative sur l'arrière. Au service communication de France Judo, il y a beaucoup de jeunes, et pour dire voilà, un beau combat, ils disent c'est un banger. Un banger, oui. Banger. Absolument. Alors, je vois ça sur Internet tout le temps, et j'ai toujours pas compris exactement le contour du mot. Mais c'est un banger, donc... Le pire, Emmanuel, c'est que j'ai 38 ans et je m'embarque avec vous dans ces trucs. Allez, 1 minute 17. Ouais, c'est toujours dur. C'est toujours dur pour Valentine Marchand là. C'est vraiment, elle est au désespoir de trouver des solutions. Elle essaye les petits techniques sur l'arrière. Bah oui. Le koichi, ouais, mais bon. Facile à dire qu'à faire. Hein. Oui, prendre partie, essayer de la remonter, bien sûr, parce qu'ils sentent bien que ça commence à renoncer un peu. Mais il faut y aller. Hein. Même lui, il aurait du mal, je pense. Ancien 65 kg. On a vu Nasser El Asri également, directeur technique de Serge Judo, qui encourage Valentine Marchand. Et les mains sont posées, attention, une forte attaque encore. Ah là, elle s'échappe là. Elle essaie de c'est carrément assis par terre pour essayer de ne pas prendre le grand mouvement de hanche. Et éventuellement contrer. C'était la tentation. 1,90 m. Et à mon avis, ça doit monter quand même haut. Ouais, ça doit consommer sur chaque mouvement. Et attention à la fin de combat. Oui, c'est ça. C'est Stermin Andilaou qui est jeune, on le rappelle, qui n'a pas encore beaucoup de kilomètres. Attention, c'est une forte attaque, c'est bien joué. Elle est pas loin de la faire tomber là. Kinza, il y est. Et on donne Wazahari pour Valentine Marchand. Extraordinaire. Et alors là, ça rebat toutes les cartes. Ah, on sait qu'on peut compter sur Valentine Marchand. Hein. Elle a de la ressource. On voyait qu'elle essayait encore de trouver des solutions de contre. Et là, alors on va le revoir ce mouvement parce que ça semblait être en tout cas un beau Kinza. Et l'arbitre qui est là. Bon, alors évidemment, elle donne tout ce qu'elle a pour ne pas refaire une séquence de plus. Et c'est gagné. 3 secondes, ça suffira pas. Et ça va se jouer sur le dernier combat. Et on est content parce qu'il va être passionnant le dernier combat. Et vous savez, un gros point fort pour Auxerre. On va peut-être assister à la surprise du chef. Parce que Thomas Nikiforov, ancien champion du monde, face à Saparbayev,
c'est pas du tout gagné pour Nice. Et donc, on pourrait assister après ce... Et du coup, l'absence de Luca Ottmann. Allez, on en reste là donc sur ce 9e et avant-dernier combat. Avec ce score de 3 partout et la décision à venir pour le dernier combat chez les lourds. Et du côté d'Auxerre Judo, c'est une célébration, un soulagement. Et on va vivre donc avec attention, avec passion, ce dernier combat. Alors là, c'est chaud. Elle y a cru. C'est bon ça. Marchand. Le fauchage à l'intérieur qui lui permet de faire basculer grâce à Esther Minandi-Laou et avec elle le sort peut-être de cette finale. Ramzat Saparbayev, médaillé de bronze des 2 derniers championnats de France, qui sera sélectionné au tournoi de Paris, qui va affronter Thomas Nikiforov, le Belge 2 fois médaillé mondial. Médaillé mondial, oui. Battu par Teddy Riner en finale des championnats du monde Open à Marrakech, c'était en 2017. En revanche, il est 2 fois champion d'Europe. C'est une référence. 31 ans aujourd'hui pour Nikiforov, qui peut amener Auxerre en finale. Saparbayev qui était avec Nice sur la Ligue des Champions à Montpellier et qui a battu Andy Granda, le Cubain, champion du monde 2022, qui a fait vraiment une superbe journée. On rappelle que les Niçois avaient terminé médaille de bronze. Et face à lui, alors Khamzat Saparbayev, hein, qui est né en Tchétchénie. Figurez-vous, c'est un bon début pour être un champion de sport de préhension, de combat, voilà, de combat, ouais, tout court. 1m89, c'est un beau bébé. Licencié à Saint-Gratien et formé à la Gilloire par la famille Palech, qui est une très belle famille de judo. Alors la stratégie, parce que là Emmanuel, il faut se concentrer sur le résultat final. Il y a un avantage au point pour Nice, 22 points, 2 points pour Auxerre Judo. En cas d'égalité, donc, c'est Nice qui passe. Donc forcément, Ramzat Saparbayev, il a intérêt peut-être à ne pas trop prendre de risques et à assurer un match nul. Oui, on voit d'ailleurs qu'effectivement, sur les mains, ça... C'est à Nikiforov de faire le combat. Oui, d'ailleurs, c'est parti. Dès qu'il a eu une saisie, il est parti sur un de ses mouvements de hanche. Il est très fort là-dessus. Alors, Nikiforov, c'est pas un poids lourd, même s'il est très à l'aise avec les poids lourds. Il a face à lui un jeune garçon de 23 ans qui est en France chez lui pour défendre Nice. Nikiforov va retrouver des ressources, hein. Toujours plus compliqué pour un joker. Alors c'est un moins de 100 kg naturel. Saparbayev lui combat chez les plus de 100, mais en tout cas visuellement, ouais, bah, c'est sûr que on est plus ou moins dans les mêmes hauteurs là. Hein. 100 kg naturel, comme vous dites, qui n'a pas de compétition, il est à 115. Donc bah, j'exagère peut-être un peu, mais oh, je pense pas. Pas si loin. À vue d'œil là, ouais, 115, 120 même, je dirais pour Nikiforov. Il y a un judogi qui est bien rempli. Alors attention, est-ce que... Ouais, il veut vraiment enchaîner. Il va peut-être obtenir la pénalité qui serait pertinente. C'est tendu en tout cas pour Nice, qui est sur la sellette, sur le fil, sur ce dernier combat. Eh bien, si Nice l'emporte au point, surtout... bon, il y a eu un très très bel hippon, mais aussi une blessure. Bon, après... Le hippon déjà suffit. Ouais, c'est Isig Namien. Magnifique Sodé. Eh bien, ça sera chaud. Tout le monde sera prévenu. C'est pas facile de gagner cette Judo Pro League. Et si Auxerre parvient à faire l'exploit, alors là, tout chavire. Nice éliminé en demi, ça serait vraiment une énorme surprise. Allez, on arrive à la pause, il reste 2 minutes 25 à Ramzat Saparbayev. Il faut à tout prix assurer l'égalité, ne pas concéder de Kinza, ne pas concéder de Wazahari.
Saparbayev, hein, 2 fois sur le podium senior ces deux dernières années, 2023-2024. En plus de 100, il avait été vice-champion de France junior en moins de 100 et champion de France cadet en moins de 90. Et il sera sélectionné au tournoi de Paris, Ramzat Saparbayev. Allez, c'est parti, l'épilogue. Les 2 dernières minutes et quelques secondes de cette demi-finale avec le champion en titre qui est en grande difficulté, mais qui pour l'instant tient sa qualification. Thomas Nikiforov qui sait ce qu'il a à faire. Ah, il faut marquer. Ramzat Saparbayev, petit coup de mal placé. Ramzat Saparbayev qui évidemment va beaucoup travailler sur les mains. Essayer d'empêcher la forte saisie de dangereux adversaires qu'il a en face qui pourrait lancer. Regardez si on est crispé du côté d'Auxerre. Ah, les Auxerrois vraiment sur le Ouazari, sur la fin de combat avec Valentine Marchand. On avait l'impression qu'ils avaient déjà gagné. Ah bah, ça serait une folie. Ils étaient soulagés. Si Nikiforov mettait un petit Kinza là maintenant. Ah, il lui suffit d'un Kinza. Quand on fera le déroulé de cette demi. Attention, attention, ça vient de basculer. Nikiforov qui envoie Auxerre en finale. Le champion est tombé. Thomas Nikiforov qui réalise le geste qu'il fallait. C'est un séisme dans cette Judo Pro League. Nice vient de chuter de très haut. Oh là, ça c'est. Alors on était en train de le dire, hein, si on espérait un petit Kinza, enfin, on disait un petit Kinza, ça pourrait tout basculer. Et en fait, c'est pas un petit Kinza, c'est un énorme Uranage. Et regardez la joie de Thomas Nikiforov qui est là pour le club, son club de cœur, cette franchise auxerroise qui vient de renverser la table. Et ben voilà, ça c'est parti. Hein. Ah, il y a eu un coup de climatisation là du côté de Nice. Alors que Saint-John passe à côté de nous en la présence de Celso et ça lui a donné des idées. Pourquoi pas renverser Orléans qui est annoncé aussi comme favori pour l'autre demi-finale. Ça va être à suivre très, très vite. Regardez ce mouvement. Ah ouais, là, il a calé sur le dos. Toujours attendre quelque chose de l'expérience. Hein. Il le laisse attaquer. Il est tout de suite prêt. Et boum. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est le... Ouais, et quelle émotion là, individuelle et collective. Quel coup sur la tête. Quelle décharge d'adrénaline pour Nikiforov là, alors qu'il a connu des émotions sportives dans sa carrière, mais qui là vient apporter le point décisif, et de quelle manière. Et pour nous, c'est quand même un signe, hein, c'est intéressant. Nice était le champion sortant, il avait fait une démonstration dans tous les tours précédents. Et il va chuter, il chute sur cette demi-finale. Ça sera un nouveau vainqueur à la fin de la journée. Et c'est la démonstration que cette Pro League est extrêmement compétitive, extrêmement concurrentielle et donc passionnante à suivre pour le public, même si c'est dur pour les clubs.